Défaite imposée au Yana Dokol à CONCACAF, déclare Florent Malouda inéligible pour disputer la Gold Cup avec la sélection de Guyane. Nos joueurs se voient donc infliger une défaite sur tapis vert face au Honduras. L'équipe se tiendra toutefois face au Costa Rica à 20h30 ce soir. Le 14 juillet, jour de fête nationale. Pour l'occasion, les forces armées ont fait leur sortie. Une commémoration qui s'est jouée chez nous avec la participation de nos voisins du Brésil et du Suriname. Et puis la saison est terminée pour les amateurs. Le dernier tournoi de pétanque de l'amicale des boulistes des Amandiers s'est tenu ce matin sur la place du même nom. 38 équipes y ont participé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La décision de la commission de discipline est tombée ce matin. La CONCACAF a tranché en défaveur de la Guyane. Aligné comme capitaine des Yana Dokol face au Honduras mardi, Florent Malouda a été déclaré inéligible. La fédération guyanaise devra également s'acquitter d'une amende et notre équipe se voit infliger d'une défaite de 3-0 sur tapis vert. On en parle ce soir tout de suite avec notre invité, le président de la Ligue de football de Guyane. Bonsoir Marcel Bafo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors expliquez-nous, que s'est-il passé avec Florent Malouda? Voilà, nous sommes en totale opposition avec la CONCACAF sur l'interprétation qu'elle a des textes. Alors il faut savoir que nous sommes membres de la CONCACAF, membres de plein droit, mais pas membres FIFA. Et que la Gold Cup relève exclusivement des règlements de la CONCACAF qui elle-même s'appuie sur les règlements FIFA. La CONCACAF nous considère comme un pays, donc en utilisant le vocable association qui est défini par la FIFA. Or, nous restons une organisation au terme strict juridique de la FIFA qui dépend d'une fédération, la Fédération française de football. Donc, le joueur Florent Malouda, en évoluant avec sa sélection régionale, ne change pas d'association, puisque nous ne sommes pas une association, ne change pas de fédération, puisque nous sommes sous tutelle de la Fédération française de football. Donc, pour nous, ce joueur est éligible. On parle administratif, c'est-à-dire que vous clarifiez pour nous les différents statuts pour essayer de comprendre cette situation, mais quand même, dès le départ, il y a eu des risques de non-conformité autour du candidat, je dirais, Florent Malouda. Le problème est que donc c'est international, il relève de la FIFA, il est inapte à jouer avec une autre sélection selon la FIFA. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on tombe dans cette situation, alors que c'était prévisible? Alors, pas selon la FIFA, selon l'interprétation qu'a la CONCACAF des textes. Je dis bien une interprétation erronée sur le statut que nous avons, des statuts particuliers, Martinique, Guadeloupe, Guyane, où je répète, la différence c'est que nous sommes membres de la CONCACAF et pas membres de la FIFA. Et que Florent Malouda ne change pas d'association puisque nous ne sommes pas une association alors pourquoi l'avoir sélectionné pour le deuxième match, par exemple, et non pas dès le départ face au Canada? Nous avions écrit entre-temps. Il est vrai que la CONCACAF nous avait alerté des risques, d'accord, mais alerter quelqu'un des risques ne veut pas dire derrière qu'il y a obligatoirement risque de sanctions. Entre-temps, nous avons eu plusieurs courriers d'échange avec la CONCACAF. Nous devions recevoir une réponse. C'est pour ça que nous avons été prudents lors du premier match. Entre le premier match contre le Canada et le deuxième match contre le Honduras, voyant que la rencontre arrivait et que nous n'avions toujours pas une position tranchée de la part de la CONCACAF, notamment sur notre dernier courrier qu'on adressait à cette dernière, nous avons pris toute notre responsabilité. Alors si la lecture est mauvaise des textes de la FIFA par la CONCACAF, comment expliquer quand même cette démarche qui a mis du temps, et puis la CONCACAF qui devait trancher elle-même, sachant que la FIFA s'était mise de côté sur le dossier? Comment expliquer que finalement, à cette étape de la compétition, on décide qu'un joueur n'est plus éligible? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de naïveté peut-être? Non, pas du tout. Nous étions conscients des risques. Je l'ai dit et je l'ai répété à de nombreuses reprises. Nous étions conscients des risques que nous prenions. Mais il était hors de question pour nous de nous laisser spolier sur cette affaire parce que nous estimons que nous avons été spoliés. On ne pouvons pas utiliser notre joueur. Et dans cette affaire, chacun a été jusqu'au boutiste. On a pris notre responsabilité. La CONCACAF a pris ses responsabilités. En tout cas, cette affaire permet en tout cas de mettre en lumière la situation particulière et difficile qu'ont nos ligues, qui sont à la fois membres de la CONCACAF, comme les autres pays de la CONCACAF, mais qui ne bénéficient pas des mêmes droits. On nous oppose des devoirs, mais il faut aussi que nous ayons les mêmes droits. Lorsque vous avez les autres nations, lorsqu'ils arrivent à libérer leurs joueurs, nous,
Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens, Saint-Martinois, nous sommes obligés d'aller supplier des clubs professionnels de la métropole pour pouvoir libérer nos joueurs. Nous avons également des clauses d'assurance qui, lorsque les joueurs sont reconnus FIFA, en matière d'indemnité journalière, dont bénéficient ces associations, dont nous ne bénéficions pas. Donc, à travers cette affaire, nous mettons en lumière la situation particulière de nos ligues qui aspirent à devenir membre de la FIFA pour régler une bonne fois pour toutes ces difficultés. Reste donc ce soir au Yana Doko tout de même d'affronter donc le Costa Rica à 20h30. Dans quelles conditions, dans quel état d'esprit sont les joueurs avant cet affrontement? Mais pour nous, le mot d'ordre est clair. Nous allons pour jouer et nous allons pour gagner. Je crois que la partie administrative est un fait. Je crois que nous devons aussi prouver au monde entier que lorsque nous avons les moyens de pouvoir nous exprimer, nous sommes capables. Regardez le match que nous avons fourni devant le Honduras, un match d'une stature mondiale au niveau technique, que nous sommes capables du meilleur. L'essentiel pour nous, c'est qu'on arrive à un certain moment à laisser ces départements français d'outre-mer pouvoir s'exprimer avec les moyens qu'il faut, comme les autres pays de la Caraïbe et de la CONCACAF. Y a-t-il encore une lueur d'espoir peut-être de se qualifier pour les quarts de finale? Très difficile, très difficile. Très difficile. Merci beaucoup en tout cas Marcel Bafo d'avoir répondu à nos questions. On rappelle ce match donc à 20h30 pour les Yana Doko face au Costa Rica. On en parle avec donc le président, je vous le disais, Marcel Bafo. Et puis on passe à toute autre chose à présent. Je vous le disais en titre dans cette actualité aujourd'hui, le jour de la fête nationale. Le traditionnel défilé du 14 juillet à Cayenne s'est déroulé hier soir. Place des Palmistes. Les corps d'armée présents sur le territoire étaient de sortie. Un défilé qui s'est déroulé en présence d'invités, une fanfare du Suriname et un détachement de l'armée brésilienne. Des images que vous pouvez voir signées Yvan Lemar. Et vous l'avez sans doute suivi, le président Emmanuel Macron recevait ce matin Donald Trump pour la traditionnelle matinée de commémoration du 14 juillet. Un reportage signé de nos confrères BFM TV. Regardez. Place de la Concorde, Donald Trump sort de sa limousine blindée, affrétée depuis les États-Unis pour l'occasion. Avec son épouse, il est accueilli par Brigitte Macron et le Premier ministre Édouard Philippe. Tandis que le président de la République, lui, descend les Champs-Élysées entouré de la garde républicaine. Emmanuel Macron rejoint ensuite la tribune présidentielle. Les deux chefs d'État échangent une longue poignée de main alors que le défilé se poursuit. Au passage des troupes américaines, Donald Trump se lève, au garde à vous. Il salue ceux qui représentent les bataillons engagés dans la Première Guerre mondiale aux côtés des soldats français. Durant 2 heures, les deux chefs d'État côte à côte échangent sourires. Petite phrase. L'ambiance semble très décontractée. D'ailleurs, dans son discours à la fin du défilé, Emmanuel Macron insiste sur l'amitié franco-américaine. La présence aujourd'hui à mes côtés du président des États-Unis, M. Donald Trump, et de son épouse, est le signe d'une amitié qui traverse les temps. Et je veux ici les remercier. Remercier les États-Unis d'Amérique pour le choix fait il y a 100 ans. C'est pourquoi rien ne nous séparera jamais. Les parades militaires plaisent particulièrement au président américain. Il n'a pas caché son envie d'importer aux États-Unis cette tradition plutôt rare dans les démocraties occidentales. Pour son investiture, il avait aussi souhaité un défilé militaire, refusé par le Pentagone. Le 14 juillet, date importante pour cette Martiniquaise, âgée d'à peine une vingtaine d'années. Emmanuelle est officier au sein de la marine. La jeune femme participait ce matin à cette commémoration nationale sur les Champs-Élysées en présence du président américain Donald Trump. Sélectionnée en amont, elle a dû suivre un long programme de préparation. Louis Sabas l'a rencontrée. Reportage.
Emmanuel prend ses fonctions. Ça allait bien? Le matelot est affecté au bureau déroulage du service courant. Ici, on gère les véhicules, le matériel ou l'hébergement dans la base navale. Voilà 4 mois qu'elle est affectée au Fort Saint-Louis. Une première étape à terre pour celles qui souhaitent faire carrière dans la marine nationale. Et pour cela, Emmanuel a choisi la difficile voie de plongeur. Je rêverais d'être plongeur des mineurs. Comme je dis, je rêve. Il y a encore énormément de travail à faire et le mot est faible. Faut d'abord passer par plongeur de bord, donc déjà il faut naviguer. Et puis après il y a une sélection très stricte, en sachant qu'il y a une femme tous les 2 à 3 ans qui passe le concours et pas forcément qui le réussit. Mon petit contrôle vite fait. Amoureuse de la mer, elle pratique déjà la plongée sous-marine, mais en loisir. C'est à ces occasions qu'elle a croisé ses militaires spécialisés. Alors, pour atteindre son objectif, le matelot de 23 ans compte travailler dur. Il faut avoir le mental et le mental joue énormément. Et puis il faut être très sportif. C'est tous les jours. On y était ce matin, on y retourne ce soir. Ouais. Je fais une cure d'amaigrissement depuis que je suis rentrée dans la marine. Mais pour l'heure, elle a d'autres préoccupations qui lui imposent un passage par l'armurerie afin de récupérer un FAMAS, le fusil d'assaut qu'elle portera à l'occasion du défilé du 14 juillet. La tête haute, on bombe le torse. On pour tout le monde. Il ne s'agit pour l'instant que de préparatifs, une répétition avant le vrai défilé dans les rues de Fort-de-France, le premier de sa carrière. Vous êtes petit, vous allez sur les Champs-Élysées, à Paris, vous les voyez défiler, enfin, ça fait rêver quand même. Quand on est tout petit, on se dit ah ouais, moi aussi j'aimerais bien et tout. Et puis des années après, c'est vous, quoi. Enfin, c'est un honneur et puis c'est un petit rêve. Alors qu'importe qu'il pleuve, tout doit être parfait. Cette année, ce sont les unités de soutien à terre de la base navale de Fort-de-France qui défileront. De nombreux événements festifs émaillent le territoire à l'occasion de ce 14 juillet. Mais c'est aussi la date choisie pour disputer le dernier tournoi de pétanque pour l'amicale des boulistes des Amandiers. Et c'est sur cette place de la ville de Cayenne que les 38 paires de joueurs ont clôturé la saison 2017 ce matin. Reportage Jonathan Lariot. Oui, monsieur. Ce matin, il fallait surtout viser juste. Place des Amandiers, malgré le 14 juillet, jour férié, ici, ces adeptes de la boule ont préféré sortir de chez eux pour venir s'affronter autour de ce tournoi. Avec une bonne ambiance, ici tout le monde se connaît, ce tournoi vient clôturer une saison régulière. Alors tout le monde en profite pour se détendre. Ça nous permet de nous détendre, très calme, posé après le travail. C'est un amour, la pétanque. Si je ne me sens pas bien, il faut absolument que je joue à la pétanque. C'est comme un médicament, en fait. Ça fait du bien, ça décompresse. Voilà, on est là, on joue avec les amis, les anciens. On est là pour s'amuser, quoi. Même si le climat semble très léger, chaque personne est ici pour gagner avant toute chose. Les regards sont concentrés lors des lancers. Et même après son coup, tout est scrupuleusement vérifié. Ben oui, c'est sûr, c'est la gagne avant tout, hein, parce qu'on est venu pour gagner. Hein. Comme c'était un peu le petit jeu, donc il fallait mesurer quoi, pour voir quel est le point. Oui, c'est chaud, très chaud. C'est serré surtout. Il y a du niveau? Oui, il y a du niveau. Ouais. Si le 14 juillet s'apparente souvent à une journée où les rues sont désertes, l'amicale bouliste des Amandiers en a décidé autrement. On est quand même beaucoup plus disponible pendant les vacances. Ensuite, il y a le fait que le championnat est terminé pour nous. Et donc, les concours qui sont organisés par des clubs ou par le comité en dehors du championnat sont très prisés. Il y a les clubs qui sont affiliés au comité de pétanque de Guyane qui organisent plusieurs tournois. En fait. On enchaîne en fait, jusqu'à la reprise de la saison. Une journée entière pour pratiquer la pétanque, un sport encore peu connu, mais qui commence à prendre sa place. En tout cas, aux Amandiers, ils étaient plus de 70 joueurs. Tout autre chose, après un an d'intenses recherches, le nouveau musée du n'importe quoi a trouvé demeure dans une maison créole rue Madame Paillet. D'un lieu à l'autre, la philosophie reste la même, promouvoir la culture locale via des cours de couture et de langue. Reportage Ayodeli Germa. Au musée du n'importe quoi, on trouve de tout. Des bracelets en tissu brodés fait main, des ouvrages de politiciens connus et reconnus, et même des boucles d'oreilles en bouchon plastique. Bref, n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi?
Pourquoi pas? Anciennement installée rue Lieutenant Gouanet, l'association Audace se situe à présent au 50 rue Madame Paillet. Quand le propriétaire demande son local, eh ben, il faut qu'on s'en aille. Et on a attendu presque un an pour trouver quelque chose d'intéressant, configuration, prix, et que la personne soit sérieuse dans sa promesse. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont promis, et puis à la fin, ça a avorté. Et là, ça a marché très vite. En 1 mois, l'affaire a été réglée. Et c'est une... je vais te montrer l'histoire de cette maison. Elle date de 1860. Et c'est quoi son histoire? Ah non, tu vas le lire, je n'ai pas envie de la raconter. Qu'à cela ne tienne, l'histoire connue de cette maison créole date de 1860, achetée par les époux Marceline Vitaline, consolidée par leur petit-fils maçon, puis habitée par leur petite-fille Célilie jusqu'à son décès en 2001. Ces murs badigeonnés d'histoire familiale accueillent aujourd'hui une aventure associative qui dure depuis 6 ans. L'association Audace, je peins beaucoup. Bon, je fais beaucoup de peinture, du bijou aussi. Mais aussi, je collabore avec les ateliers. Donc, on fait pas mal d'ateliers avec les enfants, avec aussi les adultes. Et puis, à bientôt aussi, on aura ici, au nouveau musée, on va mettre en place de cours d'art plastique. Aujourd'hui, 14 juillet, jour de la fête nationale. Le choix de cette date pour l'inauguration n'a pas été laissé au hasard. C'est fait exprès, parce que c'est pas mon histoire, c'est une histoire qu'on nous a imposée, donc si, c'est fort, oui, tout à fait. On n'est pas obligé de suivre tout ce qu'on nous a appris. Si chacun met son grain de sel, c'est quand même intéressant. On nous dit, ouais, ça c'est la vérité, alors qu'on se rend compte que les gens qui ont écrit l'histoire, les dominants qui ont écrit l'histoire ont menti, ce sont des grands menteurs. Et donc on peut la réécrire en se renseignant, en rencontrant des gens qui ont une autre vision, une autre écriture, une autre lecture, une autre connaissance. Autre chose qui colle davantage aux réalités locales, comme donner des cours de langue parlée en Guyane, créole, kalina, bushinengue, anglais et portugais. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec cette défaite imposée pour les Yana d'Oko. La CONCACAF déclare Florent Malouda inéligible pour disputer la Gold Cup avec la sélection de Guyane. Nos joueurs se voient donc infliger une défaite sur tapis vert face au Honduras. L'équipe se tiendra tout de même face au Costa Rica à 20h30 ce soir. Le 14 juillet, jour de fête nationale, pour l'occasion, les forces armées ont fait leur sortie. Une commémoration qui s'est jouée chez nous avec la participation des voisins du Brésil et du Suriname. Et puis la saison est terminée pour les amateurs. Le dernier tournoi de pétanque de l'amicale des boulistes des Amandiers s'est tenu ce matin sur la place du même nom. 38 équipes y ont participé. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale et internationale juste après la météo. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes vacances sur ATV Guyane toujours. Dès lundi, retrouvez Ayodele Germain pour suivre l'actualité, toujours sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, bon week-end et à bientôt.